Et bien le bonjour dans ce nouveau Top and Flop édition 2025, le premier de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bons réveillons, que votre mois de janvier s'est bien passé, qu'il n'était pas trop long. Ouais. Oh, chaque année c'est de pire en pire. Hein. Ouais. Bon, c'est un peu le bordel derrière. Bessiel était sur le pull, du coup je l'ai pas enlevé, je l'ai laissé au cas où si elle voulait se remettre dessus. Le confort de mes chats avant tout. Bon, pour ce premier Top and Flop de janvier, on va parler un petit peu de séries et beaucoup de films. On va parler de 2 séries qui sont sorties sur Netflix ce mois-ci. J'en ai vu que 2. J'ai pas été trop série ce mois-ci. Et en plus, Netflix, il me proposait des choses qui m'intéressaient pas trop. Après, Netflix, en ce moment, je suis un peu en mode bof. Enfin, c'est un peu du réchauffé, c'est du déjà vu. C'est pas vraiment ce qui me botte le plus. Du coup, on va parler beaucoup de séries et de films. Surtout de films très précis, comme vous avez pu voir avec la miniature qui me tient énormément à cœur. Donc sans plus attendre, c'est parti, on va commencer par les séries que j'ai vues sur Netflix. Donc j'ai vu que 2 séries sur Netflix qui ont sorti ce mois-ci. J'ai pas été trop hype par les sorties, ça m'a pas trop intéressé. Du coup on va commencer par Le Crime à la Racine. C'est l'une des plus grosses enquêtes qui s'est passée en Suède. C'est tiré d'un polar qui retrace du coup toute l'enquête. C'est plutôt bien écrit. Alors je l'ai pas lu, j'ai vu que la série, mais j'avoue que le livre m'intéresse plutôt bien. Disclaimer, j'ai aucun souvenir des noms par contre, oupsie. Deuxième disclaimer, c'est du true crime, donc du coup, toujours une petite pensée pour les victimes. Dans Le Crime à la Racine, de quoi ça parle? La série s'ouvre du coup sur un tragique double meurtre d'un jeune enfant et d'une femme âgée. La scène se déroule devant un témoin. Sur la scène du crime, on retrouve l'arme du crime, le bonnet avec de l'ADN et un témoin. Malgré tout ça, l'affaire a mis plus de 16 ans à être résolue. Il y a eu plus de 6000 échantillons d'ADN qui ont été prélevés. Personnellement, c'est un top. À la fin de la série, ça m'a questionné sur le rôle de l'ADN, sur le droit d'utiliser ou non l'ADN et surtout le droit de stocker l'ADN. C'est pour ça que j'aimerais bien prendre le livre pour voir s'il y a le côté un peu juridique sur l'ADN qui a été un peu plus poussé que sur la série. La série, on aborde un chouïa et voir également s'il y a d'autres pays du coup qui sont posés la question de ok, l'ADN, qu'est-ce qu'on en fait? Personnellement, si c'est bien encadré et qu'on peut résoudre des crimes et délits, allons-y. Tant que c'est pas à but financier pour vendre nos données, etc., comme nos numéros de téléphone qui partent à l'autre bout du monde, ou au Royaume-Uni en ce moment, petit kiff du Royaume-Uni qui nous appelle tous les matins, c'est pas mal ça. Bref, vous inquiétez pas, on retournera à Londres très vite. La série est bien, la série est belle, tragique et émouvante, qui retrace vraiment bien du coup les épreuves que vivent les personnes endeuillées et du coup l'agent du FBI qui... FBI? Je sais plus. Qui pendant 16 ans s'accroche au la dernière goutte de sang pour résoudre cette affaire, à l'aide du coup d'un généalogiste. C'était très intense et très content d'avoir pu voir cette série du coup qui m'a permis de me poser des questions que je me serais sans doute pas posées avant un bon moment. J'ai passé un bon moment devant la série, j'ai pas décroché une seule seconde, c'est pas tiré en longueur, c'est pas du true crime sensationnaliste, etc. C'était vraiment bien tourné, c'était bien écrit. Donc très contente de cette mini-série qui retrace du coup une enquête longue et importante. Donc très contente de cette série, perso c'est un big top. Deuxième série du coup que j'ai vue, Missing You, également sur Netflix. Alors Missing You, big flop. Ah bah là, l'eau jusqu'au cou tellement que c'était un flop. Hein. Nul. Alors, c'est tiré d'un livre, et je pense que le livre est plus intéressant que la série. Mes notes à côté, vous m'excusez. Du coup, c'est l'adaptation de Harlan Coben. Je pense que le livre est plus intéressant. Je le vois un petit peu comme La fille du train, où j'avais lu le livre avant de voir le film. Le livre était incroyable, vraiment, il a tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Genre à la fin, j'étais en mode waouh, incroyable. Le film est bien, mais il manquait ces petits détails, ces petits trucs. Puis la sensation de tourner les pages et de découvrir à chaque fois, je trouve ça plus intéressant que voir le film ou la série. Et la série de Missing You, je pense que c'est ça. Je pense que si tu tournes les pages, t'es en mode waouh, incroyable, genre les révélations les unes à la suite des autres, t'es en mode waouh. La série, ils ont bâclé de fou. Belle histoire, quoi. Tout simplement. Ensuite, Kate Donovan, étrangement, je me souviens de son nom. Qui est du coup une enquêtrice également, encore une fois, les séries policières, les polars, les thrillers, c'est vraiment ma came, j'aime trop. Donc on suit Kate qui se rend compte que plus de 10 ans de sa vie ont été un mensonge, que ce soit sa famille, ses amis ou dans son milieu professionnel, tout n'a été que mensonge. Donc on est en mode what the fuck, genre à quel moment, genre comment tu t'en remets, comment tu t'arrives à surpasser cette épreuve, etc.
Ne faites pas comme dans la série, s'il vous plaît. Si malheureusement ça vous arrive, je vous le souhaite pas, ne faites pas comme dans la série, s'il vous plaît. Non, non, non. Donc, dans les grandes lignes, en même temps qu'on suit les secrets de Kate, elle est en quête sur une affaire qui est vraiment intense, de fou. Il s'agit d'un organisme, d'une sorte de mafia de campagne, enlève et séquestre des gens, les enferme dans une ferme, et du coup en donne des numéros. Alors peut-être que j'ai loupé un passage, hein, peut-être, hein, mais parce que vraiment j'ai rien compris. Hein. On les enferme, ok, c'est bien. S'ils tentent de s'échapper, on les brûle vifs. Genre moi j'étais en mode what the fuck, genre c'est hyper dur et tout, genre bah la violence gratuite et tout là, oh ça va être un truc de fou. Bah, pas compris. Genre vraiment ça a été résolu assez rapidement, genre 2 coups de baguette magique, pouf pouf, résolu, hop là. J'ai pas kiffé. Genre vous faites une enquête autant intense et prenante et tout pour dire bon en fait vas-y y a pas de fumée sans feu, c'est là-bas, t'inquiète tu gères. Ok. Même pour les révélations du coup sur ces 10 années de mensonges, j'ai trouvé ça fade, j'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça nul. Vraiment un big flop, je vous la conseille pas. Genre après si vous êtes malade, que vous avez 42 fièvres, que vous avez la grippe et que vous savez pas quoi regarder, allez-y. À bout d'un moment, vous allez vous réveiller devant une révélation en mode waouh, incroyable, et puis boum, redodo. Vraiment, si vous êtes malade, je vous la conseille, mais c'est tout quoi. Ah oui, et petit truc assez important par rapport à la série. Missing You, le titre de la série, c'est par rapport à une chanson dans la série qui est très importante pour Kate. Il y a 3 flashbacks qui se courent après de 5 secondes, voilà, super. J'ai trouvé ça trop facile, je me suis fait chier. Voilà, c'était mes petites séries sur Netflix, vraiment rien de bien fou. Alors là, on va passer au film. Début du mois, j'ai vu We Live in Time avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Incroyable. Alors We Live in Time, du coup, c'est un film qui retrace la vie d'un jeune couple, où il y a des peines de cœur et des remises en question en recherche d'équilibre entre la vie personnelle, la maladie et le travail. C'est hyper bien écrit, c'est beau, c'est poétique, c'est fort, c'est vrai, c'est réel. C'est pas le glamour de la maladie, c'est pas tragique en mode oh non je suis malade, oh je vais tout laisser tomber et mourir dans mon lit. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit et ça peut toucher énormément de personnes qui sont des survivants de la maladie ou des survivants d'une personne proche qui est malheureusement décédée. Je l'ai trouvé très réel, très juste. L'humour est présent quand il faut. C'est beau. Vraiment c'est beau. Le passage sur le toutou. Tu rigoles et tu pleures. Oh, vraiment, c'était tellement beau. J'ai adoré ce film, je suis très très émue de l'avoir vu au cinéma. Alors, je l'ai vu en VO, et pour une fois, la traduction au cinéma, que ce soit du coup ce qu'on entend et ce qu'on lit, c'était assez raccord. Ça, vraiment bien, parce que Wicked, en VO, les sous-titres, c'était vraiment une honte, nul à chier. Voilà, une petite parenthèse, s'il vous plaît, si vous faites des traductions pour les films et tout, faites en sorte que ce soit un petit peu raccord. Parce que là, Wicked, ça avait changé absolument toutes les paroles et tout, ça avait aucun sens. Enfin, par rapport à ce qu'on entendait, c'était vraiment nul. Enfin bon, du coup, We Live in Time en VO, c'était incroyable, très très contente, très émouvant. La petite qui joue du coup la fille de Florence Pugh, pardon, et de Andrew Garfield, incroyable. Genre trop mignonne, on la voit pas assez souvent, mais j'espère qu'on va pouvoir garder un œil sur elle et qu'elle va faire comme du coup Judith dans The Walking Dead, qu'on va la voir assez souvent, qu'elle va être contente et s'épanouir du coup dans le milieu d'Hollywood et dans d'autres films et tout. J'ai trop hâte de la revoir, elle était vraiment trop mignonne. La photographie dans We Live in Time est super belle. À un moment, il y a un passage du coup qui se passe à l'extérieur et ça a changé des films. Je sais pas comment expliquer, j'ai eu un sentiment de renouveau quand j'ai vu cette scène. C'était vraiment réel, comme si on regardait par-dessus la haie de clôture de notre voisin et on voit juste un couple dans son jardin qui vit leur vie, qui traverse une épreuve, et j'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, très réel et c'était très très émouvant. Il y a plusieurs plans comme ça, il y a plusieurs passages du film où t'as vraiment l'impression d'être spectateur, genre tout ton volet, et tu vois Florence qui court et t'es en mode ok, genre oh j'ai une voisine qui court. C'était encore une fois très juste. J'ai adoré ce film, vraiment j'ai adoré. Bon, ça fait partie des films comme La La Land où les 10 dernières minutes n'existent pas, mais c'est un film que je veux revoir encore et encore. En sortant du cinéma, je me suis dit ok, j'adore Andrew Garfield, du coup je me suis refait les The Amazing Spider-Man. En regardant sur Letterboxd, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de films de lui que je n'avais jamais vus, dont Tic Tic Boom. Bon, Tic Tic Boom n'est pas sorti cette année, il est sorti en 2021. Je l'ai découvert du coup ce mois-ci et il faut vraiment que je vous en parle. Je vais vous parler de la filmographie d'Andrew Garfield. Genre, quel acteur, quel homme. Waouh. Ça va être dur d'être objectif parce que vraiment c'est un acteur que j'affectionne énormément. J'adore son acting dans Spider-Man, c'est vraiment mon Spider-Man préféré.
Il a une gestuelle qui est juste incroyable, et vraiment, il danse. Il danse comme une araignée sur une toile, genre vraiment, il est incroyable, je l'aime trop. Et dans Tic Tic Boom, il est 100 fois meilleur que dans The Amazing Spider-Man. Bon, déjà, dans Spider-Man, il est genre au top du top, et là, dans Tic Tic Boom, il est impressionnant. Chaque fois que son visage se transforme, chaque fois qu'il a une expression, ça te prend au cœur, genre incroyable, j'ai adoré ce film. Je vais vous expliquer comment j'ai découvert ce film, comment j'ai regardé ce film et comment je regarde mes films de manière générale. Film, livre ou série, peu importe. Si la miniature, si la couverture ou si la jaquette me plaît, boum, je regarde, je lis pas le synopsis. Pour Tic Tic Boom, ça a été pareil. J'en avais entendu parler du coup quand il était sorti en mode ouais, ce film est incroyable, Andrew Garfield mérite l'Oscar et j'étais en mode ok, trop bien. Genre, je m'étais pas plus arrêtée sur ça. Donc, je connaissais pas le film, je connaissais pas l'histoire, et je vais vous mettre du coup dans cette mise en situation, pareil que la mienne. Donc, Tic Tic Boom, on suit l'histoire de Jonathan. Par pitié, dis-moi que c'est ça son nom parce que je sais plus. Il vit musique, chaque chose qu'il fait, qu'il voit, qu'il entend, qu'il vit, il le met sous musique, il le chante, il le danse, il l'exprime. Donc, tout au long du film, on va du coup suivre la vie d'artiste de Jonathan, d'un artiste pauvre, triste, déprimé, parce qu'il n'arrive pas à terminer la chanson qui va clôturer du coup son spectacle. C'est surprenant, c'est énergique, c'est beau, c'est poétique, c'est vivant, incroyable. Il y a un moment, il y a une scène qui se passe dans une piscine. J'ai eu la bouche ouverte pendant toute la scène en mode waouh. Genre l'imagination, la réalisation de l'idée est tellement juste, incroyable. Incroyable. Vraiment, je vous conseille ce film à 100 000%. Et même quand c'est en VF, les chansons sont en VO, et vraiment ça, merci beaucoup. Ça a pas coupé du coup la dynamique du film, ça a pas choqué ni quoi que ce soit, du coup vraiment merci beaucoup d'avoir pensé à ça. Incroyable. Bon, du coup, ça se passe dans les années 90, donc on aborde un petit peu les sujets qui se passaient durant cette époque aux États-Unis. Donc, encore une fois, tout était réel, tout était juste, vraiment, c'était incroyable. J'ai passé un super bon moment, j'ai pleuré pendant toutes les 10 dernières minutes du film, j'avais des larmes qui coulaient, j'arrivais pas à parler, j'étais en mode ouah, qu'est-ce que je viens de voir, c'était incroyable. Vraiment, Tic Tic Boom, incroyable, je vous le conseille à 1000%, c'est un big top. On continue du coup dans la filmographie d'Andrew Garfield. Sur un film un peu particulier, c'est Under the Silver Lake. Et à partir de là, j'aimerais du coup vous parler de David Lynch. Je sais pas trop comment jumeler tout ça du coup avec le top and flop, donc je vais être direct. David Lynch, désolé, il a fait un flop dans sa vie. C'est sa mort. Voilà. Nul. Flop. Flop de fou. Pourquoi tu meurs? Je suis pas d'accord. Non, je veux pas. Donc la mort de David Lynch, flop. Voilà, il en a connu un, posthume du coup, mais nul à chier, voilà. Alors le parallèle que je souhaite faire par rapport à Under the Silver Lake, c'est Mulholland Drive, David Lynch. Sur le premier film, on aborde du coup les mystères de LA dans les années 90, il me semble, sur la disparition du coup d'une jeune femme qu'Andrew Garfield du coup veut essayer de sauver. Il est tombé follement amoureux d'elle, il est en mode ok, je vais la retrouver. Il suit des indices qui sont un petit peu dispatchés dans toute la ville, des symboles, des chiffres qui reviennent, une fille avec un ballon à des soirées assez très privées d'ailleurs, extrêmement privées, etc. Et à la fin, enfin tout le long et à la fin du film, t'es en mode ouais, qu'est-ce que je viens de voir? Il y a de la violence gratuite, ça. Au début, t'es en mode, mais ça a ni queue ni tête, qu'est-ce que c'est que ce film et tout, avec sa voisine, avec les piafs et tout, en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et dans Mulholland Drive, c'est à peu près pareil, on suit les mystères du coup de Hollywood, d'une jeune actrice qui rêve du coup d'être sous les projecteurs, la star d'Hollywood. Et tout au long du film, du coup, on est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi est-ce que d'un coup tout switch? Genre, qui c'est tu vois une femme toute souriante, heureuse dans sa vie, qui a tout pour réussir, et d'un coup, genre, bam, il y a une boîte bizarre avec une clé, des petits vœux, tu comprends rien, et d'un coup, la femme qui était toute souriante est au plus bas, elle est au fond du trou, etc. Et t'as tous ces mystères, du coup, qui te font poser plein de questions, et ça, c'est l'art de faire de l'art. C'est vraiment ce genre de film que j'adore voir. Je suis fan de la réalisation, de comment est-ce qu'ils ont réussi à rendre ces idées loufoques visibles. Genre limite c'est palpable, genre incroyable. Bon, vous vous doutez, Under the Silver Lake du coup c'est un big top, j'ai adoré ce film. Pardon pour le micro. Vraiment c'était une chasse au trésor, c'était beaucoup trop bien. La fin du film, t'es en mode ils ont fait ça comme choix, genre ok j'adore mais oh mon dieu, oh non. Genre vraiment c'était beaucoup trop bien, ça te fait poser plein de questions, ça te fait réfléchir.
Et à la fin, t'es en mode, ok, bon, ben, je suis obligée d'accepter la fin, et vraiment, ok, ça marche. Ça fait chier, mais c'est incroyable. Genre, beaucoup trop bien. Vraiment, je vous le conseille à 1000%. Bon, alors je le conseille pas à tout le monde. Si vous êtes un public jeune, je vous le conseille pas. C'est pour vraiment un public averti. Ça reste de la violence gratuite. Ça reste quand même assez violent et sombre. C'est un film quand même qui est assez sombre, mais qui est très intéressant. Et je le mets un petit peu dans la même tranche que Babylone également, dans tout ce qui est un peu what the fuck. Genre l'éléphant dans Babylone, c'est un petit peu des scènes qui seraient possibles dans Under Silver Lake en mode what the fuck. Mais ok, si tu veux. Genre, ça marche. Bizarre, mais j'accepte. Revenons du coup vite fait sur Mulholland Drive. C'est un film qui est divisé en deux parties. Une fois qu'on comprend ça, on comprend le film. La première partie du coup, c'est sur les rêves, les fantasmes de la jeune actrice. Et la deuxième partie du coup, c'est sur la tragique réalité, la réalité brutale de la vie. Et une fois qu'on sait ça du coup, c'est bon, on comprend le film, on est en mode waouh, quel génie. J'adore David Lynch, j'avais déjà vu ce film du coup il y a extrêmement longtemps, parce que le film du coup il est sorti en 2001, et je l'avais vu vite fait, sans me souvenir que c'était lui, je l'avais vu pour des scènes assez marquantes, des scènes assez marquantes qui te font poser des questions quand t'es jeune ado, etc. Et t'es en mode ah, c'est possible, bref, ok. Mais j'avais un petit peu, pas oublié, mais je l'ai mis de côté, etc. Et quelques années après, du coup, je découvre Twin Peaks. Twin Peaks qui est clairement une de mes séries préférées. Genre vraiment, que ce soit le générique, que ce soit les couleurs du film, que ce soit le grain sur l'image, tout est symbolique, tout est vrai. C'est vraiment l'âme de Twin Peaks. Incroyable. En plus, il y a Orson Hodge qui joue dedans. Genre trop bien. J'aime trop. Je suis très très contente de le revoir dedans à chaque fois. Je pense que c'est à partir de là où vraiment j'ai adoré les enquêtes policières. C'est lent, c'est glauque, c'est malaisant, tu comprends rien. Plus t'avances dans les épisodes et plus t'es en mode waouh, ok, j'adore, j'en veux plus. La passion qu'a David Lynch pour le café, je la retrouve du coup dans la passion de Sam Lake. Oui, on va parler d'Alan Wake. David Lynch a vraiment eu un impact sur énormément d'artistes, dont Sam Lake, et je suis tellement contente de pouvoir voir encore la petite flamme de David Lynch dans Alan Wake, dans Control, que ce soit dans les visuels, que ce soit dans les paroles, les dialogues, dans tout ce qui est fantasme, non-dit, les rêves, est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas, pourquoi est-ce que je rêve de ça, est-ce que vraiment je suis une bonne personne, etc. Genre incroyable. Vraiment, je suis tellement triste, mais à la fois tellement contente que David Lynch revienne là pendant quelques semaines, qu'on reparle de lui, qu'on reparle de ses œuvres, qu'il soit jamais oublié, parce que vraiment c'est une personne qui était visionnaire, qui était avant-gardiste sur plein de choses. Et j'espère qu'il va continuer à marquer les esprits, qu'on va continuer à se servir de ses inspirations pour créer des œuvres tout autant impactantes que ce qu'il a pu faire. Et encore une fois, si vous avez jamais fait Control ou Alan Wake, n'hésitez pas. C'est des jeux qui sont souvent offerts sur Epic. Je vous le conseille à 17 milliards de pourcents. Ce sont mes jeux préférés vraiment depuis 2013. Alan Wake est dans mon cœur. Très très contente d'avoir ces inspirations qui me suivent tous les jours. J'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous dire concernant Alan Wake, et j'ai vraiment trop hâte parce que vraiment je suis hyper émue. La Léa d'il y a 10 ans, même plus 12 ans, oh mon dieu, il y a 12 ans, est extrêmement contente et fière de pouvoir tenir entre ses mains du coup pas mal de choses qui sont symboliques à l'univers d'Alan Wake, surtout un artbook qui est impressionnant. C'est plus centré sur le 2 du coup qui est sorti en 2023. Il me semble, j'ai un doute. Oui, 2023, il me semble. Que sur du coup les jeux précédents, mais je suis quand même hyper contente, je suis trop émue. J'en avais déjà parlé, mais vraiment, Sick Magazine ont fait un livre incroyable d'ailleurs sur le 2, qui retrace pas mal de choses sur la conception du jeu, des personnages, etc. Genre vraiment incroyable. Il y a des interviews, la mise en page, du coup, c'est des pages manuscrites comme dans le jeu, genre... Oh, j'adore. J'adore ces personnes qui arrivent à suivre et à comprendre les univers des auteurs, qui arrivent à rebondir dessus, à créer d'autres choses et tout, juste en s'inspirant. Genre, oh là. J'adore quand les cerveaux fusionnent. Genre, ça crée des choses incroyables. Je suis contente de vous faire ce nouveau top and flop. Il me tenait énormément à cœur et j'espère que j'ai pas été trop rapide sur certains sujets. En fait, je sais pas trop encore comment développer mes idées, conclure mes idées. J'avais déjà tourné la première fois la vidéo et en la réécoutant, vraiment je me détestais. J'allais pas au bout de mes idées, du coup là j'espère que c'était un petit peu mieux.
que c'était clair et que ça vous a donné envie, ou pas, de regarder du coup les séries, les films et de tester peut-être Control et Alan Wake, peut-être. Et surtout, dites-moi si vous avez vu du coup le crime à la racine, ce que vous en pensez du coup par rapport à l'ADN, est-ce qu'on doit l'exploiter, est-ce que ça doit être secret et tout. D'ailleurs, par rapport au crime à la racine, il y a une super série qui est aussi du coup du true crime, c'est L'homme aux 1000 enfants, qui se passe aussi d'un pays nordique. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment super intéressant, c'est hyper glauque. Et il y a aussi du coup Notre Père à tous. C'est hyper dérangeant, c'est glauque, c'est horrible, t'as envie de coupe beaucoup de petits bouts. Ouais. Mais c'est important pour tout ce qui est jurisprudence et tout. Donc. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est important, ça m'intéresse. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième top and flop. J'espère que j'ai pas été trop rapide. J'ai l'impression d'avoir vraiment parlé pendant 10 secondes, genre hyper vite, d'avoir sorti genre 1 heure de parole en 5 secondes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et merci beaucoup pour l'engouement qu'il y a eu sur le premier épisode, parce qu'on a bientôt les 300 vues. Bah, je suis hyper contente. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça va continuer du coup à pousser, que ça vous intéresse. Et que je vous présente des choses que vous connaissez pas forcément. Je prends l'exemple du BookTok. BookTok vraiment incroyable, genre une mine d'or. Mais à chaque fois que ma For You page me présente une nouvelle personne, bah ces personnes me parlent toujours des mêmes œuvres. Et je suis en mode... Il n'y a pas d'autres sorties, il n'y a pas d'autres choses qui vous ont intéressé et tout. Donc bon, j'aime bien chercher un petit peu des œuvres méconnues ou des styles un peu méconnus, etc. Donc j'espère que c'est pareil pour moi, que je vous montre des choses que vous connaissez pas forcément, ou des choses où vous étiez en mode ok, je sais pas, je mettrai de côté, et puis boum, genre Tic Tic Boom par exemple, si vous l'avez pas vu, vous êtes toujours dit oh ça avait l'air sympa, allez le voir. Du coup voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous très vite parce que j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer. Et surtout qu'il va avoir le petit let's play, enfin le petit let's play, non, il va avoir les let's play des 4 Uncharted qui vont arriver sur la chaîne. Ça aussi j'ai un peu peur, j'ai peur du montage, mais bon, on verra. Vraiment sur les streams il y a une bonne ambiance, on rigole bien, bon je suis un peu con des fois, donc j'espère que ça se verra pas trop sur les vidéos. Que ça sera fluide pour vous, que vous allez pouvoir du coup vous remettre dans ces histoires qui sont incroyables. J'adore Nathan Drake. Elena. Je l'aime trop. J'adore comment elle le recadre à chaque fois, je suis trop fan. Du coup, on se donne rendez-vous très vite sur YouTube et en stream du coup du lundi au samedi de 9h à 15h. Oh, et il y aura une vidéo aussi sur mon appareil photo. J'ai trop hâte. Je fais des bisous, merci beaucoup pour tout. Je suis très reconnaissante et très émue que mon cerveau vous plaise, que tout ce que je suis en train de faire du coup vous plaise. Merci pour tout. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, puis à très vite. Des bisous.